RCJ Midi et le président de la région Normandie, ancien ministre de la Défense et président du parti Les Centristes, Hervé Morin. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans le studio de RCJ. Vaccination, lutte contre le terrorisme, présidentielle 2022. Les sujets sont nombreux et avant donc de démarrer cet entretien, Elsa Mimoun revient en 1 minute sur votre parcours, Elsa. Bonjour. Normande d'adoption. Absolument. À signaler. Bonjour Hervé Morin, vous êtes aujourd'hui président du Conseil régional de Normandie depuis 2016, région que vous connaissez bien puisque vous y êtes né. Issu d'une famille gaulliste, vous vous positionnez en tant que centriste et vous représentez vos électeurs au sein du parti affilié à celui des Républicains. Vous avez d'ailleurs été pendant 3 ans le ministre de la Défense de François Fillon. C'était entre 2007 plus de Nicolas Sarkozy, et 2010. J'ai bien aux côtés de Nicolas Sarkozy. Vous avez notamment défendu retour. Le ministre de la Défense, en vérité, n'a quasiment aucune relation avec le Premier ministre. Les choses se passent entre le chef des armées, qui est le président de la République, et son ministre. Et donc, en fait, à part pour quelques arbitrages budgétaires, le Premier ministre est très absent sur les questions de défense. Alors, c'est la 5e République. Aux côtés de Nicolas Sarkozy, vous avez notamment défendu le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Homme de terrain, vous restez extrêmement attaché à votre région natale puisque c'est là que vous avez débuté votre carrière politique en tant qu'élu local. Suite aux différents attentats sur le sol français, vous aviez cité en 2018 Israël en exemple, notamment dans sa gestion des services de renseignement et leur système d'arrestation préventive. Face à la pandémie, vous militez pour une gestion territorialisée de la crise. Merci Elsa. Alors on va pour commencer à évoquer l'actualité du jour, c'est-à-dire le coronavirus, notamment dans votre région, la Normandie, parce qu'après les fêtes de Noël et du jour de l'an, on observe un léger regain de l'épidémie, les contaminations augmentent, tout comme le nombre de personnes hospitalisées. Est-ce que vous pensez qu'il est utile de manière préventive d'avancer le couvre-feu aussi dans votre région, qui n'est pas encore aussi touchée que l'Est de la France, ou est-ce qu'on doit directement reconfiner ? Écoutez, tout d'abord, pour l'instant, nos chiffres en effet se dégradent, mais c'est pas non plus la catastrophe. Il y a l'Orne, qui est le département le plus atteint et de loin, la Manche, dont on voit que la reproduction du virus s'accélère, un département qui est l'Eure, où ça reste très bon, et 2 autres un peu moyens. Bon, donc, au bout du compte, quand on regarde notamment la question centrale, à travers l'épidémie, c'est est-ce que les capacités hospitalières sont saturées ? Non. Elles ne le sont pas pour l'instant. Et donc, clairement, reconfiner, nous remettre sous l'étau, effondrer l'économie une nouvelle fois, ça nécessite de le faire que si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Et il y a une première solution, cher monsieur. C'est de faire en sorte qu'on vaccine. Et qu'on vaccine rapidement. Et qu'on en fasse le maximum et qu'on associe toutes celles et tous ceux qui sont en capacité d'accélérer le processus de vaccination. Parce que moi, j'ai beau regarder les chiffres, j'ai beau croire en ce que peut dire Monsieur Véran, même s'il a été à de nombreuses reprises en quelque sorte démenti par les faits, pour ne pas être plus violent que ça. Je vois pas comment être rien qu'à 1 million de vaccinés à la fin du mois, au rythme où on va. Parce que si vous voyez les chiffres de ce matin qui sont notamment parus dans le Figaro, on est encore très, très, très à la traîne. Et pourtant, si le gouvernement dit qu'on arrivera à ce million de vaccinés, oui. Au million à la fin du mois. Écoutez, moi je sais pas, mais si c'est 30 000 vaccinés par jour sur 15 jours ouvrables, même si je suis pas beaucoup allé à l'école, ça fait que 450 000. Ça. Vous estimez que la réaction du gouvernement n'est pas à la hauteur, mais de la polémique ? Le gouvernement a été mauvais sur ce sujet. Le chef de l'État a une part de responsabilité évidente parce que tout ça est décidé en Conseil de défense et que si j'avais été président de la République, je n'aurais pas fait comme ça. J'aurais fait de façon extrêmement simple. J'aurais demandé au Premier ministre de convoquer les préfets et de dire aux préfets, vous me mettez autour de la table les professionnels de santé qu'on a oubliés une nouvelle fois. Bien sûr, l'administration de l'Agence régionale de santé, les élus locaux, et on vous donnera combien de vaccins vous aurez chaque semaine dans votre région ou dans votre département, et vous allez nous mettre en place un système qui va marcher. Et moi, je peux vous le dire, si vous associez les élus locaux capables de pouvoir faire preuve d'inventivité, d'intelligence pragmatique, capables de solliciter telle ou telle association qui peut donner un coup de main, de solliciter les médecins retraités, etc., je peux vous dire une chose, c'est que les 500 000 doses que nous avons chaque semaine, elles seraient utilisées. Parce que la réalité, c'est qu'on a eu 500 000 doses avant Noël, entre Noël et le jour de l'an. On a eu Marguerite qui a été vaccinée, mais au-delà, peu de personnes pendant 15 jours. 500 000 doses la semaine d'après.
Et sur les 1 million de doses, on est à combien de vaccinés? Excès de prudence de la part 130 000. du gouvernement? Oui, excès de prudence. Est-ce qu'il a trop brossé les anti-vaccins dans le sens du poil? Est-ce qu'il n'a pas... Il y a bien sûr le risque pénal qui a dû être, j'imagine, dans la construction du modèle. Moi, j'ai un père qui est en EHPAD. Moi, je constate que pour l'instant, personne n'évoque la date de sa vaccination. Bon, quand je vois le nombre d'EHPAD qui sont aujourd'hui concernés par la vaccination dans notre région, il y en a très peu. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte ce que ça représente. J'ai reçu une circulaire un mail de la directrice de la maison de retraite dans laquelle il est. Le délai de rétractation, la consultation préalable. Sur les autres vaccins, vous allez dans une pharmacie, vous faites vacciner, quoi. Enfin bon. Donc vous imaginez un l'autorisation dispositif comme celui de la grippe. Oui, on devrait simplifier au maximum. On y croit ou pas à ce vaccin? C'est bien la question justement, parce que les Français n'y croyaient pas. Les autorités, les différentes structures qui ont autorisé sa mise sur le marché, elles sont sérieuses ou elles ne sont pas sérieuses? À partir du moment où on considère qu'elles sont sérieuses, eh bien, faisons en sorte que ceux qui veulent se faire vacciner puissent se faire vacciner. Comment vous même s'il y a 40% de Français, même s'il y a 40% de Français qui ne veulent pas se faire vacciner, il y en a 60 qui le veulent. Je vais vous dire, si on avait... C'était l'inverse il y a encore 15 jours. Et en plus de ça presse. Oui, parce que ce qui est normal, ce qui est classique. Attendez, imaginez-vous, rien que ça, le jour où vous direz, je ne suis plus sur le risque... Je suis en face de vous, là. Peut-être que vous allez me dire, je pourrais vous dire, demain, je vais peut-être vous appeler en vous disant, j'ai de la fièvre, je suis désolé, machin, etc. Bon. Le jour où on peut se dire, on va enfin ne plus avoir ce poids tous les matins de se dire, voilà, il faut que je mette le masque, que je fasse attention, que je mette 10 fois du gel hydroalcoolique parce que pour entrer dans le studio de RCJ, j'ai touché une clenche, que je vais retoucher une clenche en sortant. Bon. Le jour où vous vous rendez compte déjà ce que ça représente personnellement, le fait de pouvoir savoir qu'on est protégé déjà. Bon, sa relation avec les autres. Je vous dis ce que représente. Pardon de citer mon cas personnel, mais chaque fois ça me bouleverse. Votre père, dans une maison de retraite, vous le voyez derrière une vitre. Derrière une vitre. Depuis 9 mois. Il y a un et merci à la directrice qui le protège. Mais est-ce que vous vous rendez compte dans quelle humanité on est aujourd'hui? Bien. Et donc, pour ça, toutes ces raisons... Tout le monde veut en sortir, mais comment en sortir de manière profiter efficace? De la relance économique qui va être extrêmement forte le jour où on va sortir du Covid. Elle est déjà très forte en Asie. Quand on a eu autant de création de masse monétaire, une envie de consommer et de vivre, 75 milliards d'épargne supplémentaire en France durant l'année 2020, je vous jure que les gens ils vont vouloir... Moi, je me dis que le vaccin, c'est la possibilité à nouveau de vous serrer la main, de vous embrasser, d'aller boire des coups, d'aller dans un bistrot, de retrouver des moments d'amitié, des jours heureux, quoi. L'art de vivre à la française, le bonheur d'être français, quoi. Bon. C'est ce qui devrait être, d'après vous, mis en avant par le gouvernement pour, entre guillemets, vendre ce vaccin aux Français, c'est de dire, on va vers la sortie de crise. Est-ce que vous pensez qu'il communique mal? Il communique de manière trop prudente par rapport à ce vaccin? Aucune communication. Mais moi, je pense qu'une grande partie de nos compatriotes vont vouloir être vaccinés. Au moins, il faut qu'on puisse permettre à tous ceux qui constituent les forces vives et actives du pays, c'est-à-dire la tranche 40-60, mais qui sont un peu aussi sous la menace du Covid, de pouvoir l'être le plus rapidement possible. C'est pourquoi les régions avaient proposé de participer à cet élan et à cette construction, pour que ceux qui aujourd'hui sont totalement absents des plans vaccinaux du gouvernement puissent l'être le plus rapidement possible. On a su le faire sur les masques. On aurait été capable de le faire aussi sur les vaccins. Alors c'est vrai que vous avez voulu acheter au nom de votre région... On discute avec les patrons des labos. Aujourd'hui, bien sûr qu'on ne peut pas acheter de vaccins parce qu'il y a une tension sur le marché gigantesque, mais vous avez vu le nombre de vaccins qui, a priori, vont être sur le marché à partir du début avril. Et donc, pouvoir profiter de niches liées aux productions marginales, on a su le faire sur les masques. Vous savez, moi, j'ai une chose simple. Quand les acteurs... J'avais déjà acheté des masques quand les personnels de santé de la région, des hôpitaux de la région, n'avaient pas de masques. Bon. Et j'avais une rencontre chaque semaine, tous les mercredis, avec l'ensemble des acteurs économiques de la région, les grandes filiales, les organisations patronales. Et les patrons me disaient, mais président, on ne peut pas reprendre le travail parce qu'on ne peut pas offrir de masques.
à nos salariés. Vous qui avez su acheter des masques, aidez-nous. J'ai commandé des masques, je me souviens très bien, un jeudi soir. Le vendredi matin de la semaine d'après, ils étaient en France. Nous avons commencé à les livrer. En 4 jours, on a eu des milliers d'entreprises qui ont pu reprendre le boulot. Donc, on sait mobiliser un territoire, et parce que c'est notre boulot et parce qu'on le connaît, notre territoire, on peut s'associer aux maires, etc. Donc clairement, pour vous, le gouvernement a négligé le rôle que pouvaient jouer les territoires. Le gouvernement, comme je le dis toujours, c'est pas tellement le gouvernement, c'est qu'au bout du compte, on a une oligarchie bureaucratique qui, globalement, considère que la décentralisation, si on pouvait l'avoir évité, c'était bien, et qui nous considère comme des ploucs. Je pourrais en faire partie de cette oligarchie, donc j'en parle d'autant plus, parce que j'ai fait les mêmes études. Mais clairement, voilà, les élus, c'est des démagos, sont des ploucs, et nous, on sait. Mais maintenant, quand je disais ça à mon préfet de région il n'y a pas longtemps, quand vous allez arriver devant un certain nombre de nos compatriotes dans quelques semaines en disant rassurez-vous, l'État va s'en occuper, je pense que vous allez faire rire pendant très longtemps avant que les gens ne vous prennent au sérieux. Il y a un problème de confiance aujourd'hui ? Il y a très clairement des compatriotes. Prenons les 3 phases sur lesquelles on a été en défaut. Les masques. Une partie de nos compatriotes disaient bon, ok, indulgence, ce virus, on ne connaissait pas. Bon, on nous a menti parce qu'on n'avait pas de masque. Mais là aussi, on aurait dû faire appel au territoire. On aurait presque dû faire appel aux associations de couturières dans les villages pour dire bon, on n'a pas de masque. Ça a été fait à une époque. Hein. Oui, enfin, mais le gouvernement l'a jamais dit ça. Le gouvernement disait mais les masques, vous vous souvenez, il y en avait même qui disaient qu'on ne saurait pas mettre un masque. Bon, c'est tellement compliqué. Maintenant, on sait. Malheureusement. Ensuite, les tests, le traçage. Bon, là, les gens se sont dit, bon, quand même. Mais il y a une montée en puissance et la France est le pays qui teste le plus aujourd'hui. Bref, pour moi, j'ai aussi les témoignages de nombreuses personnes de ma famille où il leur fallait 8 jours pour avoir à la fois un examen et le résultat, quoi. C'était quand même ça. Bon, et puis enfin, bon, alors là encore, on disait, bon, ok. Mais franchement, là, c'est impardonnable sur le vaccin. Si on a 1 million de doses, le million de doses... On doit avoir 1 million de vaccinés. 1 million de vaccinés, moins les pertes. Bon, je comprends que ce soit le jeu politique, mais est-ce qu'il faudrait pas du jeu politique. Que justement la classe politique puisse faire front face à cette crise et ne pas diviser les Français qui sont déjà extrêmement divisés? Bon, dans ce cas, non, mais d'accord, mais honnêtement, le fait que nous ayons été... Vous êtes dans la critique constructive. Non, mais moi, j'ai envie que mon pays s'en sorte. J'ai envie que ma région s'en sorte. Et je suis content de voir que l'Agence régionale de santé de Normandie a été la meilleure région pour vacciner. Clairement, je croisais Renaud Muselier juste avant de venir, qui me disait que en région sud, il y avait 3 fois moins de vaccinés qu'il n'y en avait en Normandie. Bon, il me dit je suis plus atteint par le virus et il y en a moins de vaccinés que chez toi. Bon, donc on a dû mieux s'organiser. Mais en clair, c'est pas normal qu'on ait 150 000 personnes vaccinées aujourd'hui quand il y a 1 million de vaccins disponibles. C'est aussi simple que ça. Alors on quitte ce terrain donc de la vaccination et du coronavirus pour parler de terrorisme, de laïcité. Ce mois de janvier sera marqué par... Je termine un point. Au-delà du fait que bien sûr à chaque fois qu'on vaccine, on sauve des vies, au-delà du fait qu'on retrouverait notre mode de vie, il y a quand même un point clé, c'est que les premiers qui auront retrouvé la vie la plus normale possible seront ceux qui profiteront le plus de la relance et de la reprise de l'activité. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de boîtes qui étaient extrêmement saines il y a 1 an, qui jusqu'alors ont supporté cette période et dont on voit bien qu'elles sont en grande fragilité. Donc ça se joue à la semaine. Ça va se jouer à quelques mois. Ceux qui... ou quelques semaines, oui, quelques semaines, en effet. Et la reprise, les premiers arrivés sont les premiers servis. Hein. Alors donc je le disais, ce mois de janvier, je vous en prie, c'était bien de terminer, ça sera le mois de l'examen de cette loi confortant les principes républicains, ex-loi contre les séparatismes. Est-ce qu'il fallait cette nouvelle loi? Est-ce que c'est pas une loi gadget ou est-ce qu'elle répond d'après vous de manière efficace à cette menace? D'ailleurs, comment vous jugez cette menace séparatiste aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à l'unisson avec le gouvernement là-dessus? Oui, je pense que déjà, si on veut combattre quelque chose, on emploie les mots.
Ça a été une erreur de la rebaptiser séparatisme. Oui. Bah oui, c'est pas le mot, quoi. Il fallait dire islamisme. Oui, ou le radicalisme islamiste. Enfin, je sais pas. Enfin, on parle de quoi on parle là. Vous connaissez d'autres séparatismes que celui-ci, vous? Là, l'idée, c'était effectivement de ne pas stigmatiser et de réunir un maximum de Français autour de cette loi. Mais les musulmans qui sont totalement intégrés dans la société française et qui croient à notre modèle ne sont pas choqués qu'on puisse évoquer l'idée qu'il y a des musulmans qui sont radicaux et qui contestent notre société. Je veux dire, personne ne contesterait le fait que tout en ayant une foi, on puisse désigner ceux qui veulent remettre en cause notre modèle de société. Et sur l'utilité de la loi. Et donc, je dis, la première faiblesse, c'est celle-là, c'est qu'on appelle les choses par leur nom. Quand on veut combattre quelque chose, on les désigne. Bon, très bien. Et à ma connaissance, à part quelques excités dans d'autres champs, l'essentiel de la question, c'est le radicalisme musulman ou islamique. Bon, très bien. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'on cesse d'être lâche? Voilà. Bon. Est-ce qu'on cesse d'être lâche? Est-ce que sur chaque sujet, on traite la question avec l'intransigeance qui doit être la nôtre pour faire en sorte que on ne cède sur rien? Est-ce qu'on a trop cédé, notamment dans les années 2000? Mais on a trop cédé, c'est évident. Où Nicolas Sarkozy était, par exemple... On a trop cédé, nous, collectivement. Donc c'est voilà. une faillite de toute la classe politique. Ouais, la société française aussi, la classe politique, elle n'est pas seule, il y a une communauté humaine derrière. Donc l'enseignement également. L'enseignement, voilà. Je veux dire, la question, elle est simple. On désigne les choses. Je vous rappelle que même après les premiers attentats, le gouvernement du temps de François Hollande avait encore beaucoup de mal à appeler les choses par leur nom. Le seul qui a commencé à le faire, c'est Manuel Valls. Bon. Donc maintenant, on appelle les choses, on les désigne, mais ensuite, on doit les traiter sujet par sujet. Et les traiter avec une question simple, sans excès, sans esprit de revanche, sans violence, mais avec fermeté. Et est-ce que les mesures inscrites dans cette loi sont efficaces et répondent à des vraies problématiques, par exemple le certificat de virginité, etc., etc. Moi, c'est pas Pour vous, l'important, c'est de réaffirmer un principe plutôt que... Non, c'est de réaffirmer le principe et après... Contrôler les associations, par exemple. Et ne céder sur rien, contrôler l'association, la transparence sur le financement des mosquées, la formation des imams, tous ces sujets-là. Donc si je comprends bien, elle a une utilité, cette loi, pour vous. Et aussi traiter la question de l'immigration irrégulière, non pas que chaque immigré est un terroriste, mais parce que d'abord la première question c'est comment on intègre et on assimile des populations et on voit bien que pour cela il faut faire en sorte que nous ayons autant que possible un arrêt sur l'immigration, mais demander à un préfet à quel point il est difficile d'expulser quelqu'un qui est en situation irrégulière. Bon, c'est un parcours du combattant qui fait que lorsqu'il y a 100 décisions d'expulsion, il y en a 10 de mise en œuvre. Donc c'est un problème d'application des lois. C'est un problème d'application des lois et de volonté de les appliquer. C'est-à-dire que dans les services publics, on ne cède sur rien. Ça veut dire que clairement, la maman voilée qui accompagne des enfants, quand on me dit qu'elle n'est pas auxiliaire de l'école, du service public, oui, elle est auxiliaire du service public pour moi quand elle fait ça. Bon, voilà, je veux dire, on a été lâche et il faut céder. Il faut cesser de l'être. Alors, je vais m'adresser à l'ancien ministre de la Défense de 2007 à 2010. On a beaucoup parlé ces dernières semaines du prix très lourd payé par la France et par ses soldats au Mali avec ses opérations Serval et Barkhane. Dans un sondage récent, la moitié des Français pensent qu'il faudrait quitter le Mali. Qu'en pensez-vous ? Je suis du même avis qu'eux. Mais pas parce que le sondage est paru. Hein. Oui. Bon. Ils étaient 70% à vouloir rester au Mali il y a quelques mois. Pas vu. Et donc, voilà, désormais, avec ces derniers... Mais je disais ça, pour tout vous dire, à un grand militaire hier que je rencontrais. Il y a beaucoup de... Le champ est différent. Les sujets... mais il y a beaucoup de similitudes avec l'Afghanistan. Au moins sur le côté enlisement. En clair,
Quand on mène une opération militaire comme celle-ci, on doit avoir un but politique. Et pour qu'on puisse avoir ce but politique, il faut qu'il y ait en face de nous des personnes ou des responsables politiques en capacité d'accompagner ce but politique. Or, il n'y en a pas dans le Sahel, comme il n'y en avait pas en Afghanistan. Bon. Et donc on a beau faire tous les efforts qu'on veut, on ne peut pas bâtir la reconstruction du Sahel quand en face de nous, on n'a personne ou presque. Et donc on pourra y mettre 1000 militaires de plus, 2000 militaires de plus, compte tenu déjà de l'espace qui est X fois la France, on aura en permanence des pertes en grosso modo jugulant les choses plus ou moins, mais en étant incapable de porter un projet, ou tout du moins de participer à la reconstruction des pays. Est-ce qu'on peut laisser le Sahel dans cet état aujourd'hui ? Eh ben, il y a un moment aussi où nous, on va finir par apparaître on commence à l'être, comme une force d'occupation. Et ça sera de plus en plus compliqué. Et il faut donc discuter avec une partie des terroristes. Le même débat a eu lieu. Moi, j'ai le souvenir de réunions à l'OTAN. On disait, on ne discutera pas avec machin, etc. Et puis, on a fini par discuter avec eux. Bon. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait certains dirigeants africains qui l'avaient proposé. Il faut faire le tri, mais il faut discuter avec un certain nombre de dirigeants, de forces qu'on a combattues, et les mettre face à leurs responsabilités. Je veux dire, l'ensemble de ceux qui peuvent participer à la reconstruction du pays. Mais la formation... On a eu le même sujet en Afghanistan. On a voulu former des gendarmes, des policiers, des militaires, avec les mêmes faiblesses. Donc pour vous, la solution, elle est politique. C'est une sortie de la solution, elle est politique. Elle est de mettre les militaires, les dirigeants de ces pays face à leurs responsabilités. Alors, et leur donner un coup de main, bien sûr, mais un coup de main sur l'équipement des forces, etc., mais aussi sur la construction d'un dialogue politique. Alors donc, le Sahel, ça touche le sujet du terrorisme. À propos de terrorisme, vous étiez prononcé il y a 2 ans, en 2018, en faveur d'une législation à l'israélienne, c'est-à-dire de permettre à la loi et aux forces de police d'arrêter de manière préventive des personnes prêtes à passer à l'acte. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas changé d'avis. Vous dites la même chose? Oui, j'ai absolument pas changé d'avis. C'est inimaginable en France. C'est possible en Israël, mais au niveau de la société, c'est compliqué. Parce que vous pensez qu'Israël est moins démocratique que la France, vous? Ah bah non. Bon, bah alors. Tout autant. Je pense même plus. Oui. Bon, enfin, nous, on vit dans une monarchie. Bon, enfin, voilà, quoi. Enfin, on vit avec un système dans lequel tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un homme. Je pense qu'il y a un régime parlementaire, avec ses défauts d'ailleurs, en Israël. Mais, en clair, le système, il n'est pas totalement arbitraire, le système israélien. Enfin, vous le connaissez mieux que moi, mais il faut une présomption d'indices et de faits émanant de différents services qui amènent à la même conclusion du risque du passage à l'acte. Deuxièmement, la personne qui fait l'objet en effet de cet internement préventif est en mesure à un avocat et se retrouve face à une juridiction pour se défendre et dire non, c'est faux. Bon, l'analyse qui a été faite ne correspond pas à la loi, quoi. Enfin bref, et donc l'internement préventif. Malgré toutes ces précautions, est-ce que vous pensez que l'opinion publique française est prête à accepter ce genre de mesures? Moi, je pense qu'une majorité des Français sont pour ce genre de mesures, ça clairement. Alors après, il y aura bien sûr toute une série de récalcitrants. Mais enfin, tous ceux qui ont fricoté avec l'islamisme, les mélanchonistes, etc., je vois bien qu'aujourd'hui, ils commencent à expliquer que non, c'était pas ça. Bon, mais je pense que pardon, je prends un exemple simple. J'avais dit ça notamment après le décès du prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray. L'assassin s'exprimait sur les réseaux sociaux avec une violence incroyable. Il était connu comme étant dangereux. Or, on n'a rien fait jusqu'au jour où il a tué en Normandie.
Alors Hervé Morin, ces derniers jours en France, les actes à caractère antisémite se sont multipliés. Il y a eu l'affaire de la livraison des livreaux à Strasbourg, où un livreur a refusé donc de livrer 2 restaurants cachers parce qu'ils étaient justement israélites. L'histoire de Miss France qui a été insultée sur les réseaux sociaux parce que israélienne. Est-ce que vous pensez que... Non, Miss France, elle est normande. Oui, alors c'est vrai. Oui, pardon, Miss France, La Miss première Provence. C'est vrai. Alors là, j'ai fait une énorme erreur. Effectivement, Miss France est normande. Pardonnez-moi. Non, c'est sa première Miss dauphine. Provence. Voilà, c'est Miss Provence. Miss Provence. Après le Benayoun, qui a donc subi des insultes antisémites assez dures et même nombreuses aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics ont pris conscience de l'importance de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme? C'est vrai qu'à chaque histoire, à chaque événement, il y a maintenant des condamnations qui sont unanimes, qui ne venaient pas forcément il y a quelques années. Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez? Est-ce qu'on le fait bien? On peut pas reprocher au gouvernement de ne pas être vigilant et intransigeant sur ces sujets. Vous voyez, vraiment, je ne ferai pas ce procès-là. Je pense qu'on est tous... il faut que personne ne manque quand il y a de tels faits. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde condamne, et tout le monde, ça veut dire aussi... Au-delà de la condamnation, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais je veux dire, ça veut dire aussi que la communauté musulmane et ses représentants condamnent tout cela, et le condamnent aussi vite que nous le faisons. Ce n'est pas assez le cas, d'après vous? Voilà, je le dis, parce que je pense qu'il faut que tout le monde démontre à quel point tout ça est intolérable, insupportable et inacceptable. Marginaliser ce genre d'acte. Complètement. Alors, vous étiez en Israël en 2011, après votre mandat. J'ai été souvent en Israël. Oui, alors, quel souvenir vous gardez de ce pays? C'est une question qui, évidemment, va intéresser nos auditeurs. Quel sentiment si vous pouvez m'inviter, j'y retourne volontiers. Il va falloir pouvoir voyager là-bas. Confiné 2 semaines avant. Oui, voilà, il y aura une petite quatorzaine à C'est quatorzaine? Oui, c'est 10 jours actuellement. Ça va changer bientôt. Voilà, donc c'est vrai qu'Israël est donc effectivement le premier pays qui devrait sortir, en tout cas qui devrait. C'est pas parce que je suis sur RCJ, mais j'aime aller en Israël. Bon, d'une part parce que j'ai beaucoup d'amis, et puis deuxièmement parce que à la fois il y a une profondeur historique qui vous émeut. À chaque fois vous tombez, quoi. Voilà. Et puis il y a une vie aussi. Moi, j'ai des souvenirs de soirées heureuses, festives, avec une énergie considérable, voilà, et puis alors il y a une capacité d'innovation, d'intelligence, une capacité de recherche absolument incroyable. Voilà. Donc c'est un pays dans lequel j'aime aller. Voilà, et donc vous souhaitez y retourner, si j'ai bien compris. Voilà. Un dernier petit mot de politique politicienne. Vous savez, en matière de recherche, ce qui se fait avec la fondation, comment s'appelle-t-elle, l'Institut Weizmann, etc., c'est absolument exceptionnel. C'est-à-dire, c'est un domaine dans lequel, moi j'y étais allé, l'Institut Weizmann, c'est la sérendipité, c'est le fait qu'on mette les chercheurs en situation de pouvoir chercher aussi longtemps pour y faire des découvertes aussi profondes et aussi systémiques que possible, et en les mettant à l'abri de l'économie, et en valorisant ensuite la recherche à travers des sociétés de transfert quand leur recherche permet en effet d'être... Donc on a bâti un modèle qui est extrêmement efficace. Au niveau rapidement de la diplomatie, Israël a conclu 4 accords de paix cette année. La France est restée extrêmement discrète. On va saluer ces accords un petit peu de loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le Moyen-Orient est en train de se recomposer? Est-ce que c'est une bonne chose? Forcément, si on arrive enfin à trouver stabilité, paix et sécurité au Moyen-Orient, tout le monde sera heureux. Et ça passe en effet par la reconstruction du dialogue avec un certain nombre de pays qui sont les pays voisins et qui sont des acteurs de Et cela devrait amener la renaissance d'un dialogue avec les Palestiniens? Il en faudra un. On ne peut pas imaginer qu'il n'y en ait pas. Mais il devait passer d'abord par le dialogue avec les Palestiniens. Oui. Finalement, ça passe par... Eh bien, ce que je crois, c'est que... La démarche est inverse. Voilà. Oui, mais et alors je pense qu'il faut les deux. Mais le dialogue avec les Palestiniens est absolument nécessaire, comme le dialogue avec les pays voisins. Ma dernière question sera pour 2021. C'est encore le temps des vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021? Mais aussi, et vous comprendrez ma question, pour 2022.
Pour 2021, si vous votez en Normandie, Elsa, n'hésitez pas à voter pour moi. Voilà, les élections régionales. Et donc voilà, pour moi, j'ai clairement annoncé depuis longtemps que je souhaitais continuer. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses, que la région s'est réveillée, que la réunification de la Normandie est un succès. Voilà. Il faut donc maintenant concrétiser tout ça par continuer, porter de nouveaux projets, enfin voilà. Et puis 2022, écoutez... Où seriez-vous en 2022 ? Écoutez, je vais d'abord être en 2021. D'accord. En tout cas, en Normandie. Merci Hervé Morin d'avoir répondu aux questions de RCJ Midi. Vous écoutez RCJ Midi dans un instant, les chroniques du jour, le cinéma et Womensch.